Bonjour, bienvenue à ce deuxième cours dont le titre est la mémoire immunitaire. Donc la mémoire est un sujet qui intéresse beaucoup les immunologistes, qui n'intéresse pas que les immunologistes. Les immunologistes utilisent beaucoup le vocabulaire et les concepts issus des spécialistes des neurosciences, bien naturellement. Il est probable qu'il y ait même des concepts communs dans la façon dont le vivant est capable d'enregistrer l'information, d'avoir une mémoire d'un événement passé. Naturellement, la mémoire des événements passés n'est pas la même lorsqu'on considère le système immunitaire. Salut Jean-Claude, je ne t'avais pas vu. La mémoire telle qu'elle est perçue dans le domaine des neurosciences. Donc je vais vous exposer un certain nombre de notions sur ce concept de mémoire dans le domaine de l'immunologie. Et ensuite, Jean-Claude Vell, que je viens de saluer, qui est au 1, 2, 3, 4, 5e rang, qui est un grand spécialiste de l'immunologie, en particulier a beaucoup étudié la mémoire des lymphocytes B, vous exposera son séminaire. Est-ce que la mémoire est une notion importante en immunologie ? Je vais essayer de vous convaincre qu'il en est ainsi. Cela dit, pour être honnête, il est quelques spécialistes, et pas des moindres, qui considèrent que ce n'est pas un artefact, mais presque un épiphénomène du système immunitaire. Pour ne pas le nommer, M. Rolf Zinkernagel, qui est une très grande figure de l'immunologie, un chercheur suisse qui a eu le prix Nobel dans les années 74 ou 75, parce qu'il a découvert les mécanismes fondamentaux par lesquels les lymphocytes T reconnaissaient les antigènes. Donc c'est une étape majeure, vraiment majeure dans l'acquisition des connaissances, la compréhension du fonctionnement du système immunitaire. Quand Rolf Zinkernagel parle de la mémoire, il dit que ce n'est pas un événement important, c'est un épiphénomène. Lorsqu'on est confronté à une infection, de deux choses l'une, on meurt, l'infection, le microbe a vécu, ou on survit, ça veut dire qu'on est capable de survivre à l'infection, on n'a pas besoin de mémoire. Il faut argumenter un tout petit peu pour le contrer. Je pense qu'il y a de quoi argumenter, parce qu'une infection n'est pas égale à une autre. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue tout à fait que, même si c'est probablement un point de vue un tout petit peu extrême, et Zinkernagel est un monsieur qui aime beaucoup manier les paradoxes, mais c'est une bonne façon de réfléchir et de stimuler l'argumentation pour présenter une théorie ou défendre un point de vue. Il ne faut pas donc perdre tout à fait de vue l'idée que la mémoire n'est peut-être pas aussi importante que ce que je vais essayer de vous dire dans l'heure et demie qui vient, ou sans doute ce que Jean-Claude va essayer de vous dire, sauf s'il vient de nous dire que la mémoire n'est pas si importante finalement. On verra bien ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Donc le plan que je vais essayer de suivre, pour être un tout petit peu systématique, va être de discuter du concept, dont j'ai déjà dit un mot à vrai dire. Comment ensuite, donc on va essayer d'aborder une série de questions à travers des données qui ont été acquises au cours des années passées concernant l'identification des cellules mémoire, et vous verrez que je vais me focaliser pour l'essentiel aux lymphocytes T. On va faire un tout petit peu de notions quantitatives sur le nombre de cellules mémoire, comment ça se passe, surtout plus intéressant, les caractéristiques, comment elles se comportent, qu'est-ce qui fait qu'elles sont des cellules mémoire, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'avoir une réponse plus rapide, plus efficace en première instance qu'une réponse immunitaire nouvelle face à un nouvel antigène tel en sont responsables les cellules dites naïves qui n'ont pas encore rencontré d'antigène. Comment elles sont générées. On verra une notion qui, je pense, a pris beaucoup d'importance ces dernières années dans l'étude des lymphocytes mémoire, c'est le fait que ce n'est pas une masse de cellules homogènes, mais elles sont compartimentalisées et d'une façon entre guillemets intelligente pour être d'emblée efficace là où le risque de rencontre avec les microbes dont elles gardent la mémoire est le plus élevé. Et on discutera, pour finir, la persistance de la mémoire. Est-ce que nous avons une longue mémoire ? Et vous verrez aussi qu'à la fin, j'évoquerai des notions sur la perte de mémoire. Là aussi, il y a des pertes de mémoire, comme dans le système des neurosciences, et la perte de la mémoire par notre cerveau. Et aussi qu'il y a des défauts de mémoire, des troubles de la mémoire, même des troubles primitifs de la mémoire. Vous verrez ça, et puis j'essaierai à partir de toutes ces notions que je vous aurai présentées, de discuter un tout petit peu qu'est-ce que l'on peut en tirer comme conclusion lorsqu'on cherche à utiliser sur un plan pratique les concepts ou les connaissances concernant la mémoire immunitaire, lorsqu'on s'attaque au problème de la vaccination, qui, comme vous le savez déjà, est une conséquence pratique de la connaissance de la mémoire, puisqu'elle est fondée sur la mémoire immunitaire. Donc, petit rappel, diapositive que vous avez déjà vu la semaine dernière, et que je vous montrerai encore probablement quelques fois. La mémoire du système immunitaire est inhérente pour l'essentiel à l'immunité adaptative, donc à cette réponse clonale des lymphocytes T et des lymphocytes B à l'antigène. Je vous rappelle, c'est ce qui vous est montré sur la partie gauche de cette diapositive,
qu'au cours de la différenciation des lymphocytes, c'est vrai pour les lymphocytes T, c'est vrai pour les lymphocytes B, il y a un processus de recombinaison génétique, dont je vous avais déjà dit un mot, je crois, qui génère, par un espèce de bricolage, de modification des gènes qui codent pour les récepteurs pour l'antigène, qui génère des récepteurs, des produits finaux différents d'une cellule à l'autre, si bien que, c'est ce qui est marqué pour ces 4 cellules, seulement 4, et bien évidemment dans la réalité il y en a beaucoup plus, vous voyez qu'à la surface des cellules, je ne vous dis pas ici s'il s'agit du lymphocyte T ou du lymphocyte B, peu importe, le principe est le même, de façon très schématisée, vous voyez que la forme de la protéine est différente, c'est juste pour indiquer qu'elle reconnaisse un antigène différent. Et que ceci est le fruit, encore une fois, d'événements de recombinaison génétique qui génèrent cette diversité au cours du développement des cellules avant les rencontres avec les antigènes. Donc, pour les lymphocytes B au niveau de la moelle osseuse, je vous le rappelle, pour les lymphocytes T au niveau du thymus. Ensuite vient le moment important de la vie des cellules du système immunitaire, c'est une rencontre avec un antigène dans le contexte d'une infection, a priori, une infection bactérienne, virale, parasitaire, fongique. Donc de façon à nouveau extrêmement schématique ici, un antigène est représenté ici par une petite boule rouge. Donc, par un antigène, je vous le rappelle, pour les lymphocytes T, c'est une séquence peptidique qui fait entre 9 et 16 acides aminés, donc, qui est l'issue d'un fragment de protéine. On aura l'occasion de discuter de cela à l'occasion du cours sur la présentation d'antigènes la prochaine fois. Pour les lymphocytes B, il s'agit de structures qui peuvent être natives, souvent protidiques, parfois polysaccharidiques. Et en tout état de cause, cet antigène donc, est reconnu par certains clones, un petit nombre de clones de lymphocytes, T ou B. Donc, schématiquement ici, parmi les 4 que j'ai représentés, un seul des 4 reconnaît ma petite boule rouge. Et la conséquence de cette reconnaissance va être l'induction de phénomènes biologiques au sein de cette population clonale, de ce petit nombre de lymphocytes qui vont induire une capacité de modification considérable de leur métabolisme, une capacité de division, ici 2 cycles de division cellulaire sont représentés, une capacité d'acquérir des propriétés biologiques qui vont leur permettre d'exercer les fonctions effectrices des réponses immunes, et c'est ce que nous discuterons dans les 2 prochains cours. Mais une fois la réponse immunitaire terminée, ça veut dire la bataille achevée, l'ennemi éliminé, en règle, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'immense majorité, par immense majorité, enfin on va le revoir tout à l'heure, 90 à 99% des cellules qui se sont divisées vont mourir, mais il va persister un petit nombre de cellules supérieur au nombre initial du même clone, en tous les cas lorsqu'il s'agit des lymphocytes T. Pour le lymphocyte B, c'est un petit peu différent. Un petit peu plus de cellules qu'il y en avait initialement, mais qui ont la même spécificité. Donc ce sont les fameuses cellules mémoire, celles dont nous allons parler, et qui vont persister un certain temps. Ce certain temps, comme vous allez le voir, peut être extrêmement long. Et lorsqu'une deuxième stimulation, une troisième, une énième stimulation par un même microbe survient, bien naturellement, ces cellules vont pouvoir être activées de la même façon, par le même antigène, et vont l'être à partir d'un stock de cellules initiales plus important, et, comme on va le revoir tout à l'heure, avec des propriétés de réponse mieux adaptées, qui leur permettent de répondre plus rapidement. Donc plus de cellules répondant plus rapidement, donc réponse immune plus efficace, que j'ai schématisé ici par uniquement l'aspect du nombre de cellules, une amplification importante de ces cellules, mais il y a aussi des aspects qualitatifs là-dedans, qui font que cette réponse dite secondaire, ou tertiaire, ou quaternaire, etc., va être d'une efficacité bien supérieure à la réponse initiale, plus rapide, plus intense, plus adaptée, et faire qu'en règle, une seconde, une troisième, une deuxième, troisième, quatrième infection n'aura pas de conséquences pour l'hôte de cette infection. Donc c'est la propriété des cellules mémoire, et encore une fois, la base de la vaccination. Donc en résumé, ces cellules mémoire sont capables, a priori, d'une réponse plus rapide, plus efficace à l'égard d'un pathogène lors d'une nouvelle rencontre, du même pathogène naturellement. Lorsqu'il y a variation antigénique du pathogène, la situation est un peu plus difficile. Mais lorsqu'il y a, en tous les cas, une stabilité, une présentation de mêmes antigènes, on a une situation où ces cellules sont fantastiquement efficaces. Et c'est exactement ce qui se passe dans les vaccinations efficaces. Toutes les vaccinations ne sont pas parfaitement efficaces, mais beaucoup d'entre elles sont entièrement protectrices par ce phénomène. Donc ça, c'est le concept général, mais là, on reste pour l'instant sur des notions un tout petit peu floues, sans préciser le contenu des événements que j'ai brièvement indiqués ici et qu'on va essayer de reprendre dans la suite de l'exposé. Identifier les cellules. On a beaucoup de chance.
parce que c'était a priori évident, c'est qu'il y a des protéines exprimées à la surface des cellules, T en l'occurrence ici, mais c'est vrai aussi pour les lymphocytes B, qui permettent de distinguer les lymphocytes T mémoire. C'est ici une vision un tout petit peu élargie du concept de mémoire, de toute cellule qui a déjà été une fois en contact avec un antigène, donc qui n'est plus une cellule naïve. Donc on peut distinguer ces cellules simplement par l'expression de certaines protéines, dont je vais vous dire un mot dans un instant, et qui permettent très facilement, avec d'anticorps monoclonaux, dont je vous ai parlé la dernière fois, des marqueurs fluorescents, à partir de n'importe quel échantillon biologique qui contient des lymphocytes, notamment le sang chez l'homme, mais les organes lymphoïdes chez les animaux, etc. On peut facilement identifier, séparer aussi, si on le souhaite, pour des expériences, les cellules naïves, qui n'ont jamais rencontré d'antigène, des cellules mémoire. Donc c'est une chance et un outil très aisé d'identification, mais aussi de manipulation de ces cellules. Donc je vous rappelle qu'il existe des lymphocytes T, CD4 et CD8 qui reconnaissent des antigènes dans des contextes différents, présentés par les molécules d'histocompatibilité dites de classe 2 pour les premières, dites de classe 1 pour les secondes, on en reparlera la prochaine fois. La molécule principale qui est utilisée dans l'immunologie clinique tous les jours, presque tous les jours, est le fait qu'il y a une molécule qui est appelée CD45. C'est une terminologie un peu curieuse parce que CD, ça veut dire cluster de différenciation. Il y a une période où on a catégorisé toutes les protéines qui étaient reconnues par des anticorps monoclonaux, en commençant par le cluster de différenciation 1 jusqu'à on en est à 300 ou 350. Donc celle-là, c'est le CD45. En fait, c'est une molécule membranaire qui est une enzyme, qui est une phosphatase, donc qui enlève des radicaux phosphorylés sur des protéines, qui régule les réponses immunitaires. Il se trouve que cette protéine peut s'exprimer de façon variée à des isoformes qui sont liés à un épissage différentiel du gène. Ça veut dire que l'ARN messager ne va pas être toujours tout à fait le même et que la séquence de la protéine va varier. Et il y a, chez l'homme, on distingue une forme dite RA d'une forme dite RO, peu importe les détails, l'une est un peu plus longue que l'autre. Ici, c'est uniquement un marqueur qui nous facilite la vie pour identifier les cellules. Donc les lymphocytes T naïfs expriment tous, que ce soit des lymphocytes CD4 ou CD8, la forme dite RA, l'isoforme RA de la molécule CD45. Les détails, pourquoi, c'est en soi une question qui n'est pas sans intérêt, mais ici, je le mentionne uniquement à titre de marqueur. A l'inverse, les cellules mémoire, presque toutes les cellules mémoire, pas tout à fait toutes, expriment la forme RO. C'est le cas de tous les lymphocytes T CD4 mémoire humain. Je vais discuter ensuite la notion de mémoire centrale, mémoire effecteur. Vous voyez, elles sont toutes RO. Pour les CD8, c'est un peu plus compliqué. Il y a une fraction de cellules qui, au long d'un parcours important de réponse immune et de mémoire, sont susceptibles de changer à nouveau l'épissage de ce gène CD45 et réverter à CD45-RA. Mais à cette petite réserve près, ce marqueur nous est bien utile. Je vais vous en montrer un exemple tout à l'heure. Et puis ensuite, au sein des populations mémoire, de façon opérationnelle, en partie discutable, on y reviendra, on distingue vous allez voir que c'est plus que deux ensuite, deux catégories de cellules dites mémoire, les mémoires dites centrales qui circulent mais qui sont surtout présentes dans les organes lymphoïdes. Et ceci a du sens parce qu'elles expriment à leur surface une molécule qui s'appelle CCR7. Ce ne sont pas des terminologies très poétiques, mais CCR7, c'est un récepteur pour une chémokine, c'est-à-dire pour une substance sécrétée par d'autres cellules et qui a la propriété d'activer des phénomènes de migration cellulaire. Et CCR7 permet la reconnaissance d'une chémokine qui permet l'entrée dans les organes lymphoïdes. Donc, ce qui fait que ces cellules se localisent dans les organes lymphoïdes, on y reviendra tout à l'heure, alors que ces cellules dites effectrices, qui sont plus proches d'une réponse immune en cours, n'expriment pas cette molécule CCR7 et donc n'ont pas la capacité de migrer dans les organes lymphoïdes. Chez la souris, on utilise d'autres marqueurs, je n'entre pas dans les détails ici. À nouveau, ici, CD62L et CCR7 sont des molécules d'adhésion et de migration qui permettent à ces cellules dites mémoire centrale de migrer dans les organes lymphoïdes. Le principe est le même. Encore une fois, la notion importante, c'est qu'ici, le point que je souhaite indiquer est le fait que nous avons des outils très simples qui ont permis d'avancer relativement vite et bien pour distinguer les lymphocytes T naïfs des lymphocytes T mémoire, à la réserve près que, en ce qui concerne les lymphocytes mémoire, on mélange un tout petit peu des lymphocytes qui sont vraiment mémoire, on va y revenir tout à l'heure, et des lymphocytes qui sont effecteurs en train d'être engagés dans une réponse immunitaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, naturellement. Un exemple de ce que je viens de vous dire, c'est une analyse de cytométrie de flux. Donc on utilise des anticorps monoclonaux et on étudie la fluorescence émise par le fluorochrome associé à l'anticorps qui est mesuré dans une machine, la cytométrie en flux. C'est l'analyse des lymphocytes du sang d'un enfant de 3 ans et on étudie la présence ou l'absence éventuelle des lymphocytes CD4 naïfs et mémoire
donc c'est un enfant normal. Il a ici, l'image vous indique en abscisse, à chaque petit point étant une cellule, les cellules qui expriment la molécule CD45RO, puisqu'un anticorps spécifique de cette molécule se fixe sur ces cellules et émet une certaine fluorescence. Et en ordonnée, c'est CD45RA, donc l'autre isoforme. Vous voyez que les cellules expriment soit RA, soit RO. Il n'y a pas des cellules en haut à droite qui auraient la double fluorescence. Et cette étude-là est faite parmi les lymphocytes CD4, Et donc, ce qui est dans le carré rouge correspond au lymphocyte mémoire, RO positif. Et ce qui n'est pas dans le carré rouge au-dessus, là, ce sont les lymphocytes T naïfs. Vous voyez très facilement, en gros, première approximation, on peut les distinguer. Les CD4 naïfs, vous les retrouvez ici avec un autre marqueur. Je n'insiste pas, on peut préciser les choses. Et pour les lymphocytes CD8, la situation est un peu plus compliquée, parce que là, on distingue d'emblée plusieurs populations, mais les cellules naïves, elles sont en haut à droite, dans le carré vert. Donc c'est le même principe de lecture, sauf que ce n'est pas le même marqueur. En abscisse, donc selon la ligne horizontale, c'est le marquage par CD45, l'expression de CD45RA, donc essentiellement les cellules naïves, à une exception près pour une population qui est en bas à droite. Et en ordonnée, en verticale, l'expression du récepteur de chemokine CCR7 qui est présent sur les cellules centrales memory. Donc, vous voyez que les cellules naïves, elles expriment à la fois CD45RA et CCR7. Donc elles sont doublement positives, elles sont dans le carré en haut à droite. Les cellules dites centrales memory, on va revenir de mémoire centrale, elles expriment CCR7 mais pas RA. Les cellules effectrices mémoire, donc sont engagées dans une réponse immune en fait. Elles n'expriment pas CCR7, elles ne peuvent pas migrer dans les organes lymphoïdes, elles sont dans les tissus ou dans le sang, et elles n'expriment pas CD45RA, mais il y a une population terminale qui, au bout d'un certain nombre de tentatives de réponse immune, qui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, réverte vers l'expression de RA, mais ce n'est pas si important. En tous les cas, le point ici, à nouveau, c'est qu'il est relativement aisé de distinguer ces populations. On peut le faire aussi chez la souris. Alors, OK, on est capable de voir les cellules, de les reconnaître. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Le nombre, tout d'abord, en fonction du temps. Et voici un graphique issu d'une revue récente sur la problématique de la mémoire des lymphocytes. Nous sommes chez l'homme, dans ce cas-là, et est étudié ici en fonction du temps, de l'âge, entre 0 ici et 65 ans. J'ai coupé ici, vous verrez pourquoi, je reviendrai à ce qui se passe chez les personnes âgées un peu plus tard dans l'exposé. Et selon l'axe vertical, c'est en pourcentage l'ensemble des lymphocytes T. Vous voyez qu'à la naissance, il n'y a pratiquement pas, ce n'est pas une surprise, de lymphocytes mémoire, selon les marqueurs que j'ai indiqués tout à l'heure. Les lymphocytes T qui sont présents dès la naissance d'un enfant, ils sont générés, la génération des cellules commence dès la 8e semaine de grossesse, et donc ils sont présents en nombre normaux à la naissance, dans les organes lymphoïdes, dans le sang, mais ces cellules sont toutes naïves. Elles n'ont pas encore été, et c'est un bon contrôle du fait que ce sont bien des populations naïves, elles n'ont pas encore été en contact avec les antigènes, sauf situation exceptionnelle d'infection in utero. Et au cours du temps, les populations mémoire vont apparaître pour atteindre une certaine fraction, qui est une fraction majoritaire du total des lymphocytes T. Et une grande partie de ces cellules ne sont pas circulantes. Vous avez ici la fraction qui circule et une fraction qui ne circule pas, qui est dans les tissus, dans les organes lymphoïdes. On y reviendra tout à l'heure. De façon corrélée, mais sans démonstration aucune, vous pouvez voir que c'est un tout petit artifice de présentation, mais enfin on peut le défendre. En courbe pointillée est censée être représentée de façon très schématique la susceptibilité des individus aux infections au sens large. C'est une vision extrêmement approximative des choses. On l'a évoqué la semaine dernière. Cette susceptibilité varie d'un individu à l'autre et varie en fonction des pathogènes. Mais enfin, si on essaie de mettre tout dans un même sac, les nouveau-nés sont relativement fragiles à l'égard des infections. Et puis ensuite, comme vous le savez, les risques d'infection diminuent au cours de l'âge et puis commencent à réapparaître chez les personnes âgées. Avec un tout petit peu de mauvaise foi, on pourrait dire qu'il y a une corrélation inverse entre cette susceptibilité aux pathogènes et la présence de cellules T mémoire. Autrement dit, on pourrait défendre l'idée que les lymphocytes mémoire protègent contre les infections, ce qui est une idée correcte, mais je la survends un tout petit peu ici, c'est pour ça que je me permets de le dire ainsi, cette courbe survend un tout petit peu ce concept, même s'il est probablement juste. Alors, de façon un peu plus précise, on est toujours chez l'homme, on peut avoir une idée quantitative de ces populations. Le sang, les cellules circulantes ne représentent que 2,5% du total des cellules mémoire, donc c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Et donc imaginez qu'en étudiant ces cellules, on a une vision complète de l'ensemble des caractéristiques des cellules mémoire
T, ici je parle des lymphocytes T, d'un individu est évidemment inexacte, et naturellement elles sont faciles d'accès, les autres ne le sont pas. Il y a des cellules mémoire, j'y reviendrai, dans les tissus, en particulier dans la peau, dans l'épiderme et le derme, dans les poumons et surtout dans l'intestin. Vous voyez, le total c'est 6 10 puissance 10 cellules, donc ça veut dire 60 milliards de lymphocytes T mémoire chez un adulte. Et dans les organes lymphoïdes, il y en a encore plus. Et le total, ça fait 2,7 10 puissance 11. Mais à nouveau, très peu de cellules dans le sang. Donc il y a un grand contingent de cellules T mémoire qui peuplent notre corps, en particulier en réserve dans les organes lymphoïdes, et ceci en situation à l'équilibre chez un sujet adulte. Alors qu'est-ce qui se passe de façon un tout petit peu quantitative lors d'une réponse immune primaire et ensuite lors de la constitution de la mémoire? Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on part d'un contingent lymphocyté qui, en termes de spécificité à l'égard d'un antigène donné, est très faible, et même à l'égard d'un pathogène. Alors un pathogène, ça peut être une bactérie, ou encore plus petit, naturellement, un virus, mettons le virus de la rougeole, l'hépatite, le virus de la grippe. Donc ici, ce sont des données chez la souris. Ces chiffres, pardon, je mélange des données souris-hommes, mais fondamentalement, les concepts sont les mêmes. Si on prend en moyenne le nombre de lymphocytes T dans le corps d'une souris qui est spécifique d'un pathogène, mettons d'un virus, ça va se citer, vous voyez, on est dans des nombres extrêmement faibles, au maximum 1000 lymphocytes T, éventuellement 50. Donc entre 50 et 1000 lymphocytes T. Donc c'est un nombre de cellules très faible. Et chez l'homme, adapté à la taille humaine, c'est le principe le même. Donc lors de l'infection, c'est ce petit nombre de lymphocytes T qui appartiennent à un petit nombre de clones. Ça va être 10 clones à 100, 200 clones, donc chaque clone étant représenté par un tout petit nombre de cellules, avec une certaine variabilité, vont être stimulés, s'expandre après présentation de l'antigène. Ça, c'est un sujet qu'on traitera la prochaine fois. Et vont s'expandre considérablement en quelques jours, avec un temps de division cellulaire qui est de l'ordre de 4 à 8 heures. Ça dépend des circonstances, mais ça va assez vite. Si vous calculez le doublement du nombre de cellules chaque 4 à 8 heures, au bout de quelques jours, ça fait un très grand nombre de cellules. Et de facto, le nombre approximatif en ordre de grandeur, également avec une grande variabilité en fonction des circonstances, des pathogènes, etc., mais on passe de 50 à 1000 cellules à 10 millions en quelques jours. Donc il y a une phase de prolifération cellulaire massive, et évidemment ces cellules sont douées, encore une fois on en parlera la prochaine fois, de différents types de fonctions effectrices dont on attend qu'elles soient efficaces dans la lutte contre l'agent infectieux concerné. Donc à ce stade-là, je vous l'ai déjà dit, une fois le pathogène éliminé, l'immense majorité des cellules vont disparaître, mais il va en persister. Vous voyez, les estimations chez la souris, encore une fois, c'est variable d'un pathogène à l'autre, entre 100 000 et 1 million, c'est-à-dire entre 1 à 10% du nombre de cellules maximal atteint au moment de la réponse immune. 100 000 à 1 million, c'est clairement plus que ce qu'il y en avait initialement. Et donc on comprend que s'il y a une nouvelle stimulation par le même pathogène ultérieurement, la situation de départ de l'individu, de la souris dans ce cas-là, est plus favorable puisqu'elle part avec un contingent de cellules spécifiques du pathogène nettement plus élevé. En même temps, on pourrait se dire, après tout, mais pourquoi au cours de l'évolution, on a sélectionné un système où la grande majorité des cellules meurent? Pourquoi ne pas garder toutes nos cellules? Ça serait une situation de paralysie totale, puisque l'encombrement stérique lié à l'accumulation de ces cellules, on y reviendra, c'est un concept important en vaccination, ferait que l'ensemble du système immunitaire serait paralysé. C'est un gigantesque embouteillage. Les rues de Paris dans les pires jours de grève, ce serait exactement la situation de notre système immunitaire, il deviendrait totalement non fonctionnel. Donc pour qu'il reste fonctionnel, qu'il y ait les niches adéquates avec tout l'environnement nécessaire à l'activation des cellules aux fonctions effectrices, l'évolution ne pouvait pas ne pas sélectionner un système où l'immense majorité des cellules disparaissent à la fin d'un processus infectieux. On pourra discuter, si vous voulez, de ce mécanisme-là, mais ce n'est pas proprement le sujet du jour. Donc cette phase-là, c'est la phase dite de contraction, et pour laisser un nombre de cellules mémoire significativement plus élevé qu'il n'a de cellules naïves spécifiques du même pathogène. Le nombre de clones, on va le voir dans un instant, n'étant pas forcément supérieur, bien sûr. Alors, les caractéristiques de ces cellules, on va discuter quelques-unes d'entre elles, justement la notion de répertoire, c'est-à-dire la diversité de reconnaissance d'un pathogène donné à travers différents clones de lymphocytes T. On va discuter le fait que ces cellules ont des capacités de réactivité croisée, c'est-à-dire reconnaissent différents types de pathogènes ou d'antigènes au sens le plus large, et que ceci a peut-être probablement une fonction, une nécessité dans le maintien de ces cellules.
On va discuter le fait qu'au moins certaines de ces cellules, peut-être toutes, ont une capacité d'auto-renouvellement. Ça veut dire que ces cellules mémoire, en fait, sont des cellules souches, comme les cellules souches précurseurs de toutes sortes de nos cellules, qu'elles soient sanguines, du cerveau, ou des muscles ou d'autres organes. On va discuter de leurs fonctions et un tout petit peu de quels gènes elles expriment, comment elles se distinguent les unes des autres. Le répertoire. Aujourd'hui, par les techniques de séquençage rapide du génome, on est capable relativement aisément d'étudier pratiquement la vision complète de la diversité d'une population de lymphocytes T. Je vous rappelle qu'ils se distinguent les uns des autres par la séquence du récepteur pour l'antigène. Donc je vous rappelle aussi que la plupart des lymphocytes T expriment un récepteur composé d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. C'est un hétérodimère, une chaîne alpha et une chaîne bêta. Donc on peut étudier, ce qui est le cas de l'expérience dont je vais vous parler dans un instant, uniquement la diversité de la chaîne bêta. Et si on voulait être plus complet, on étudierait à la fois la diversité de la chaîne bêta et de la chaîne alpha, qui se combinent pour créer un surcroît de diversité. Donc cette diversité, elle est matérialisée par une séquence d'acides aminés si vous étudiez la protéine, ou une séquence de nucléotides si on s'intéresse aux gènes. Et on peut analyser à très grande échelle aujourd'hui, et très rapidement, toute une population de lymphocytes et déterminer combien de séquences différentes il y a. Et donc avoir une idée, une approximation assez juste de la diversité des chaînes bêta du récepteur T. C'est ici ce qui est montré sur cette diapositive. Et encore une fois, on pourra aller un peu plus loin en analysant en parallèle la chaîne alpha. Donc ça a été fait avec les populations de lymphocytes T mémoire, donc qui ont les caractéristiques membranaires, le marqueur que je vous ai exposé au début de mon cours. Et chez l'homme, il y a 7 individus différents, juste pour voir s'il y a une variabilité d'un sujet à l'autre. Donc on a isolé les lymphocytes T mémoire à partir du sang, naturellement, c'est à nouveau la façon simple de faire. Donc immédiatement, il faut mettre un petit signal d'alerte. On étudie les cellules du sang, on imagine que cela est totalement représentatif du système immunitaire. Pas forcément, mais c'est le mieux que l'on puisse faire. Et vous voyez que, ici, la colonne qui m'intéresse là, on ne va pas regarder le reste, c'est le nombre de séquences différentes. La région CDR3, c'est la région variable, donc c'est celle-là où on voit des différences de nucléotides d'une cellule à l'autre. Vous voyez que l'ordre de grandeur, ça ne varie pas énormément d'un sujet à l'autre, entre 230 000, à peu près ici, le plus élevé, 650 000 séquences différentes. Dans la population, ici ce ne sont pas les lymphocytes mémoire, les mémoires seront à droite, des lymphocytes naïfs, l'idée étant de comparer les populations naïves et mémoire. Donc vous voyez que le répertoire global de lymphocytes T naïfs, d'un certain nombre de lymphocytes T naïfs isolés du sang, se situe entre 230 000 et 650 000 séquences différentes. Okay. C'est dans un ordre de grandeur. Maintenant, chez le même individu, donc on n'étudie plus les populations naïves, mais la population mémoire, et on observe qu'il y a une réduction du nombre de séquences qui varie entre 25 000 et 125 000. Donc vous voyez que par rapport à 230 000 à 650 000, on est dans un ordre de grandeur de 5 à 10 fois moins, et que chez tout le monde, chez chaque individu, on retrouve cette différence. Il y a une variabilité interindividuelle qui n'est pas considérable, mais qui est réelle. Donc autrement dit, le répertoire des lymphocytes T naïfs, là c'est tous les le répertoire des lymphocytes T mémoire, je me reprends, global à l'égard de tous les antigènes confondus, puisque c'est une population globale qui est étudiée ici, est réduit par rapport au répertoire des lymphocytes T naïfs. Donc autrement dit, toutes les populations ne sont pas amenées à s'expandre et ensuite à conserver un état de mémoire en situation d'équilibre chez l'adulte. Si on peut exposer et montrer les choses différemment, ou c'est la même idée, le même concept, mais représenté sous une forme tridimensionnelle, où vous avez, selon cet axe ici vertical, la fréquence d'expression de toute une série d'éléments de chaîne bêta, en l'occurrence les éléments variables. Ce n'est pas exactement la même chose que sur la diapo précédente, mais c'est le même principe. Donc c'est sur cet axe-là, ce sont les différentes régions variables qu'on numérote et qu'on peut aisément distinguer. Et puis sur ce troisième axe, c'est encore un autre morceau de la séquence qui peut être variable du récepteur de la chaîne bêta du récepteur T pour l'antigène, qui est les segments que l'on appelle J. Vous voyez que la répartition dans les cellules naïves vous donne quelque chose qui montre qu'il n'y a pas une répartition homogène, une utilisation de toutes les séquences de la même façon. Certaines sont plus utilisées que d'autres, essentiellement pour des raisons de localisation dans le gène, mais je n'entrerai pas dans ces détails dans ce cours aujourd'hui. Et vous voyez, mais néanmoins, il y a une représentation de toutes les populations avec une espèce de dégradé qui suit presque une courbe de la position V19 à V17. Dans la population mémoire, c'est un peu plus chaotique. Certaines populations ont l'air de disparaître.
Autrement dit, cela suggère et conforte l'analyse précédente d'analyse du nombre de séquences qu'il y a un certain nombre d'expansions et de préservation de clones qui ont telle ou telle considération, quelle structure de récepteur T de chaîne bêta dans le cas que je vous présente ici, et que d'autres sont perdus. Donc le répertoire des cellules mémoire est plus restreint que celui des cellules naïves, donc toutes les cellules ne s'expandent pas et ne sont pas toutes conservées. C'est une notion claire. Réactivité croisée. Réactivité croisée, ça veut dire que, ici je prends 3 exemples qui ont été décrits dans la littérature scientifique. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer a priori, un lymphocyte T, et en particulier un lymphocyte T mémoire, donc qui a au moins été impliqué une fois dans une réponse immune, est susceptible très souvent de reconnaître plus qu'un antigène, et susceptible éventuellement de reconnaître des antigènes de pathogènes différents. Donc le système est dégénéré, il y a des entre guillemets. Par exemple, chez l'homme, on peut mettre en évidence des lymphocytes T qui sont capables de reconnaître, c'est un exemple parmi d'autres, un peptide issu du virus de la grippe, ainsi qu'un peptide issu d'une protéine du virus d'Epstein-Barr, qui est le virus qui est associé à la maladie qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Donc, un lymphocyte T, en fait, est capable de reconnaître plusieurs types d'antigènes. Un lymphocyte T mémoire, plus particulièrement, parce que ceux-là ont plus de chances d'être sélectionnés à travers des contacts différents. Donc, il y a une augmentation de cette notion de réactivité croisée en fréquence entre le lymphocyte T naïf et le lymphocyte mémoire. Autrement dit, on réutilise des lymphocytes T à plusieurs propos dans plusieurs types d'infections. Mais aussi, peut-être qu'on réutilise une notion qui est complètement différente, qui est l'alloréactivité. Qu'est-ce que c'est que l'alloréactivité? C'est le fait que beaucoup de nos lymphocytes sont capables de reconnaître, non pas cette fois-ci des microbes, mais des antigènes associés à des individus autres que nous-mêmes. Essentiellement les antigènes d'histocompatibilité, mais éventuellement des variations protidiques sur d'autres séquences des protéines qui constituent notre organisme. Donc, de façon très fréquente dans la population lymphocytée, on trouve des cellules qui sont dites alloréactives. Ce sont ces cellules qui jouent un rôle très important dans le rejet des greffes, les greffes d'organes, les greffes de moelle osseuse, etc., etc. Mais il est aussi évident, et ceci a été montré dans de nombreux exemples, que parmi les lymphocytes mémoire, on peut trouver des cellules qui sont à la fois alloréactives, donc capables de reconnaître un antigène HLA non porté par un individu donné, si on raisonne chez l'homme, mais la même chose pourrait être dit chez la souris, et un pathogène, mettons le virus de la grippe. Et il n'est pas exclu que, à nouveau, le fait qu'on ait cette dualité augmente la probabilité de trouver ces cellules en tant que population mémoire, puisqu'elles peuvent avoir été stimulées de façon distincte, séparée et répétée. C'est surtout vrai probablement dans le troisième type de réactivité croisée, qui est la réactivité croisée entre un pathogène donné, mettons à nouveau, pourquoi pas, un virus de la grippe, et des bactéries commensales, donc ces bactéries non pathogènes qui sont en très grand nombre dans notre intestin, à l'égard desquelles nous avons un certain degré de réponse immunitaire pour vivre, entre guillemets, en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'elles ne deviennent pas pathogènes, mais qu'on ne les élimine pas non plus. Et il y a une série de données dans la littérature récente, en particulier, qui montrent que beaucoup de lymphocytes T mémoire sont doués d'une capacité de reconnaissance de tel ou tel peptide issu de bactéries commensales et de pathogènes. Et on peut faire l'hypothèse que la stimulation répétée, par définition, par les bactéries commensales qui sont présentes au niveau de l'intestin de lymphocytes T est une façon de générer des cellules mémoire qui, par ailleurs, sont susceptibles d'être, entre guillemets, utiles parce qu'elles sont spécifiques de tel ou tel pathogène. Donc cette notion de réactivité croisée, retrouvée très fréquemment dans les populations T mémoire, est probablement un support et une façon de générer cette population de lymphocytes T mémoire, et que sans doute, les bactéries commensales de l'intestin sur ce plan jouent un rôle important. Autre notion, l'autorenouvellement. Alors cela se conçoit a priori pour une population dont on va voir tout à l'heure que la longévité au cours de la vie donc, est très élevée, mais aussi par des résultats récents qui proviennent de travaux chez l'homme essentiellement, qui, si on complique un tout petit peu le schéma des populations dites mémoire ou du schéma, on y reviendra tout à l'heure, qui fait que d'une cellule T naïve, on évolue vers des cellules dites mémoire centrales, donc qui sont dans les organes lymphoïdes, susceptibles de donner naissance à des cellules de mémoire effectrices lors d'une nouvelle réponse immunitaire. Il y a apparemment une population intermédiaire qui a été isolée chez l'homme, que l'on appelle des cellules T souche mémoire, auxquelles on a trouvé des tas de caractéristiques membranaires. Les immunologistes adorent trouver des marqueurs à la membrane des cellules pour de bonnes raisons qui permettent de les caractériser.
et aussi parce que ça permet de publier des résultats avec des tas de données, pas forcément toutes toujours très utiles. Mais néanmoins, ce qui paraît relativement convaincant, c'est qu'il y a une petite fraction des lymphocytes T dits mémoire, c'est une toute petite fraction, 1-2%, qui sont caractérisés par l'expression de toutes ces molécules, et je ne vais pas entrer dans le détail, ça n'a pas en soi un grand intérêt, qui ont une capacité de prolifération très importante, liée en particulier à une cytokine qu'on appelle l'interleukine 2, que ces populations-là, si on les met en culture dans de telles ou telles conditions au laboratoire, ou si on les transfère dans des modèles de greffe chez des souris immunodéficientes, elles ont une propriété de survie à très long terme et une capacité de se renouveler, donc de donner naissance à de nouvelles cellules qui ont les mêmes caractéristiques et ou à des cellules qui ont les caractéristiques de cellules centrales mémoire et effectrices mémoire. Donc elles ont les caractéristiques de cellules souches, telles qu'on a plus l'habitude de les observer dans d'autres contextes de discussion de biologie, cellules souches encore une fois de tous les types de tissus, mais conceptuellement, je pense que c'est une notion juste, même si là, elle est un tout petit peu réductrice. Je ne suis pas sûr que cette population soit aussi bien définie que ça et doivent être disséquées et distinguées si clairement des populations en amont, les cellules naïves, en aval, les cellules dites mémoire centrale. Mais néanmoins, le concept, je pense, est juste, qui est le fait que la mémoire et la longévité de la mémoire, dont je reviendrai tout à l'heure, repose en partie sur la capacité d'auto-renouvellement de ces cellules. Donc en permanence, elles sont capables, selon des éléments de stimulation dont on discutera dans un instant, de se diviser et de donner naissance à des cellules qui sont plus différenciées, les cellules centrales mémoire, et des cellules qui gardent exactement les mêmes caractéristiques et qui plus tard à nouveau pourront effectuer ce type de division, générant et maintenant un pool de cellules à peu près stable de cellules mémoire. Donc conceptuellement, je pense que cette affaire est juste, même si tout ce qui est écrit ici et papiers qui discutent en détail les caractéristiques de ces cellules, à mon avis, sont un tout petit peu excessifs dans la vision et la définition stricte de cette petite population. Un mot de plus sur ces cellules, juste pour vous dire qu'elles sont capables, ça c'est important, on y reviendra d'emblée sur les fonctions. Au-delà des marqueurs membranaires, encore une fois, qu'on aime bien pour distinguer ces cellules, il y a quelques notions importantes. Vous avez ici la production de cytokines, donc qui sont une des fonctions effectrices des lymphocytes T. Vous avez également, en ce qui concerne les lymphocytes CD8, ici la capacité de cytotoxicité, de tuer d'autres cellules, qui est une autre fonction effectrice importante au cours des réponses immunes adaptatives liées aux lymphocytes T, notamment en termes d'immunité antivirale. Et vous voyez que toutes ces fonctions sont principalement, et ce n'est pas tout à fait une surprise, fortement présentes dans la population de cellules T effectrices, donc qui se réengagent dans une réponse immunitaire, mais qu'elles sont présentes toutes à un degré divers parmi les cellules T mémoire centrale et même parmi les cellules entre guillemets souches, en particulier la production d'IL-2 qui sans doute, l'interleukine 2, qui est probablement une cytokine qui favorise la prolifération des lymphocytes T et joue un rôle sans doute dans la division de ces cellules. Une notion importante ici, qui est la notion dite de polyfonctionnalité. Ça, c'est un point que vous saisirez mieux après le prochain cours, qui est lié au fait que les lymphocytes T, lorsqu'ils sont engagés dans différentes fonctions effectrices, ont différentes fonctions les uns des autres. Certains lymphocytes T produisent l'interféron gamma, d'autres sont cytotoxiques, les troisièmes produisent d'autres cytokines avec d'autres propriétés. Mais une population de mémoire, donc qui a été générée à partir d'une première réponse immunitaire, a le potentiel de toutes les fonctions effectrices. Elle est polyfonctionnelle. C'est une notion importante. Et ceci est montré de façon très simplifiée ici par le fait que ces populations, à l'échelle populationnelle, ici, on pourrait me critiquer en disant que ce n'est pas une analyse individuelle de cellules, mais c'est vrai à l'échelle individuelle des cellules, elles sont capables à la fois de produire de l'interféron gamma, du TNF et éventuellement d'être cytotoxiques pour les lymphocytes CD8. Polyfonctionnalité, voilà. Alors, autre élément de caractéristique que l'on peut étudier en détail, et vous allez voir une notion un tout petit peu surprenante, mais une notion importante par laquelle je terminerai sur cet aspect-là. On peut aujourd'hui, comme vous savez, analyser globalement le profil d'expression des gènes de toute population cellulaire, donc pourquoi pas de cellules mémoire, de cellules naïves, etc., et de regarder et comparer s'il y a beaucoup de différences dans le profil d'expression des gènes, donc schématiquement dans le profil des protéines qui sont présentes dans ces cellules, et essayer à partir de là d'en extraire des informations biologiquement pertinentes sur la fonction de ces protéines et en quoi ces cellules se distinguent et comment elles fonctionnent. Et il y a deux types de différences.
D'une part, pour ce qui est des cellules effectrices mémoire, donc celles à nouveau qui sont engagées dans une nouvelle réponse immunitaire, de façon non surprenante, elles expriment des protéines impliquées dans les fonctions effectrices. C'est presque trivial, ce que je dirais, presque une tautologie, que sont des cytokines ou les protéines impliquées dans la cytotoxicité, granzyme B perforique. Plus intéressant, c'est ce qui est à droite ici, où il y a schématiquement deux types de gènes. Il y a des gènes, lorsqu'il y a des différences, on va voir qu'il n'y en a pas tant que ça ensuite. Vous avez ici le niveau d'expression de gènes, de façon arbitraire naturellement, en fonction du temps. Donc, ça, c'est avant une stimulation antigénique, contact avec un pathogène, disons. Et après, ça, c'est effectué in vitro, donc il y a quelques jours de différence entre ce moment-là et ce moment-ci. Vous voyez que pour une population naïve, pour une série de gènes, ils sont peu exprimés. On est bas dans l'échelle verticale, mais qu'ensuite, ces gènes vont être transcrits, donc vont être détectables, les ARN messagers codés par ces gènes, en quantité importante. Et pour cette même série de gènes, il se trouve que dans des lymphocytes mémoire au repos, ils sont déjà fortement exprimés. Donc, autrement, même au repos, ce lymphocyte mémoire a déjà un certain niveau d'expression de gènes qui codent pour des protéines qui vont être impliquées d'une façon ou d'une autre dans la réponse immunitaire. Donc, ce qui différencie la cellule mémoire de la cellule naïve et qui rend compte en partie de sa capacité supérieure, tant sur le plan quantitatif que chronologique, à s'impliquer de façon efficace dans une réponse immune comparée à une cellule naïve. Puis il y a une autre situation où les gènes à l'état de repos sont exprimés au même niveau dans les cellules naïves et les cellules mémoire, un niveau relativement faible, mais lors de l'activation, la cellule mémoire, ici en rouge, vous voyez, va exprimer une plus grande quantité du gène. Donc c'est l'induction qui est différentielle par rapport aux cellules naïves. On trouve des deux situations. Mais globalement, et cette image est un tout petit peu surprenante, mais je la nuancerai après, vous verrez comment. Si on regarde l'ensemble du profil d'expression des gènes en comparant les cellules naïves et mémoire, il y a très peu de différence. Ce qui, a priori, enfin en tous les cas pour moi, était plutôt une surprise de lire cela. Si on regarde le pourcentage de gènes qui sont fortement exprimés dans les cellules naïves et pas dans les cellules mémoire, pour les cellules CD4, c'est 0,4 à 0,5%, donc 1 pour 200 à peu près. Pour les CD8, un peu plus, entre 1,3 et 1,6. Dans l'autre sens, le pourcentage de gènes fortement exprimés dans les cellules mémoire et pas dans les cellules naïves, donc ceux-là, comparé à ceux-là, à l'état basal, ça représente que, vous voyez, entre 0,9 et 1,5% des gènes des lymphocytes au sein des lymphocytes T et CD4, sachant que ces cellules expriment en gros une dizaine de milliers de gènes, donc 1% de 10 000, ça fait 100 gènes. Donc c'est très peu à l'échelle de la complexité protéique d'une cellule. Pour les cellulites, un tout petit peu plus. Donc en fait, pour plus de 95% du génome, en termes de gènes exprimés, il n'y a pas de différence entre les cellules naïves et mémoire. Je nuance, il s'agit ici des cellules mémoire à la fois centrales et effectrices, mais je ne parle pas d'une population, parce que je ne vous en ai pas encore parlé. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a un élément de complexité qui s'ajoute à partir d'une troisième population mémoire dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Mais à ce stade-là, très peu de différences, mais ces différences sont quand même pertinentes, puisque les propriétés biologiques de ces cellules sont distinctes en termes de rapidité de réponse, en termes de capacité de fonction effectrice. Mais c'est fondé, encore une fois, sur un petit nombre de gènes. Un point important, et qui rend compte, je pense, en partie de la capacité supérieure des lymphocytes mémoire à s'engager dans une réponse immune, comparé à ce qu'il en est dans une population naïve, c'est le concept et la façon dont les cellules s'adaptent sur le plan métabolique. C'est un sujet dont je discuterai plus en détail, si je me souviens bien, pas dans le cours prochain, mais dans le 4e cours, mais il se conçoit assez simplement. Lorsqu'une cellule lymphocytaire T et B est activée par un antigène issu d'un pathogène, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle va très rapidement se diviser et donner naissance à un très grand nombre de cellules. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, 50 à 1000 lymphocytes T d'une souris, spécifiques d'un pathogène, vont donner naissance à 10 millions de cellules en quelques jours. Donc si vous réfléchissez à ce que cela implique pour la cellule, il faut qu'elle fabrique en masse de l'ADN, qu'elle fabrique en masse des ARN messagers, qui vont coder en masse pour des protéines, il faut leur fabriquer des membranes, des phospholipides, il faut fabriquer des masses de matériaux pour constituer toutes ces cellules. Donc il faut que, ça paraît évident, ces cellules ont besoin d'adapter leur métabolisme pour produire des acides nucléiques et de l'ADN et de l'ARN, pour produire des protéines, ça c'est lié naturellement, et des phospholipides. Donc cela en fait entraîne, et ceci est assez bien caractérisé aujourd'hui, des modifications absolument majeures dans la façon dont les cellules utilisent l'énergie. L'énergie vient pour l'essentiel du glucose, mais ça peut venir aussi des acides aminés et des graisses.
Donc on sort de l'immunologie, mais les cellules immunes, comme toutes les cellules, ont besoin de réserves énergétiques, ont besoin d'énergie pour faire de l'anabolisme, c'est-à-dire fabriquer ces constituants, les protéines, les phospholipides, etc., etc. Et si on analyse en détail, et on ne va pas le faire aujourd'hui, mais juste sur un point précis, ce qui caractérise sur le plan de l'adaptation métabolique des cellules naïves de cellules effectrices, donc engagées dans une réponse immune, de cellules mémoire, et il y a de très grandes différences de ces fonctions métaboliques, ce qui s'explique pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Par exemple, les cellules effectrices vont utiliser considérablement ce qu'on appelle la glycolyse, c'est-à-dire la capacité, à partir du glucose, de générer ce qu'on appelle l'acide pyruvique, et de cet acide pyruvique, il peut ensuite donner des lactates ou entrer dans le cycle de Krebs dans les mitochondries. Je rappelle les notions de base de biochimie qu'on a tous appris avec beaucoup de douleur à la faculté, mais c'est une réalité biologique. En plus, je dois respecter parce que le cycle de Krebs, il a été découvert par mon presque homonyme, M. Fischer, qui est un chercheur américain. Donc je dois le respecter au moins pour cela, même si c'est censé, en l'occurrence. FIS-HER. Mais bref, donc il y a toute une série d'événements dont je ne parle pas en détail aujourd'hui. Encore une fois, on en reparlera. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir où se placent les cellules mémoire dans cette espèce de graphique censé schématiser le métabolisme des cellules. Et vous voyez que la cellule mémoire, elle n'est pas tout à fait au même niveau que la cellule naïve. Elle revient à un état d'équilibre, alors que celle-là est en pleine activité en termes de division cellulaire, elle se modifie considérablement. Mais le niveau d'équilibre de la cellule mémoire, schématiquement, n'est pas tout à fait le même que celui de la cellule naïve. Et à nouveau, cela est une situation qui, de fait, va favoriser secondairement la réactivation de ces cellules, si besoin en est, c'est-à-dire s'il y a rencontre à nouveau avec le même pathogène. Et une notion que j'avais indiquée, qui est marquée par des trois lettres qui, a priori, ne sont pas très intéressantes, SRC. SRC, ça veut dire c'est la capacité respiratoire préservée, Spared Respiratory Capacity. Ça repose tout simplement sur le fait, enfin, ce n'est pas si simple que ça, mais au moins sur une notion qui est indiquée en dessous, c'est que les mitochondries, vous savez que les mitochondries dans les cellules sont le lieu où pour l'essentiel, nous produisons de l'énergie, produisons de l'ATP, selon plusieurs schémas. C'est là où il y a ce fameux cil de Krebs dont je parlais il y a un instant. Et il se trouve que la masse de mitochondries des cellules T mémoire est significativement plus élevée que la masse de mitochondries des cellules T naïves. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles vont mettre à fonctionner ces mitochondries à plein régime pour produire de l'ATP, l'énergie nécessaire aux différentes réactions biochimiques pour l'adaptation métabolique et la division cellulaire. Mais le potentiel d'adaptation énergétique d'une cellule mémoire est supérieure à la cellule naïve. Si bien que, si dans le temps se continuait ici, qu'il y avait une nouvelle rencontre avec le même pathogène, grâce à cela, très rapidement, la cellule mémoire va pouvoir mobiliser des réserves énergétiques et pouvoir remonter la pente vers, à nouveau, la situation d'une cellule T effectrice qui va avoir un taux de glycolyse très élevé et des synthèses massives de protéines, de lipides, etc. Donc le fait d'être à un niveau adapté avec notamment une masse de mitochondries plus élevée facilite la réactivation de ces cellules et est une des fonctions, parmi d'autres, qui rend compte de la meilleure capacité des mémoires à être stimulées lors d'une nouvelle rencontre avec un pathogène ou d'une manière générale avec un antigène. Je reviendrai encore une fois sur ce concept d'adaptation métabolique dans un autre cours, mais il est une des composantes qui explique la meilleure réactivité des cellules mémoire. Alors on va changer de sujet, aborder un sujet un peu difficile, auquel il reste une controverse, mais qui je pense est assez intéressant, tant sur un plan théorique que sur un plan pratique, en termes d'éventuelle utilisation de ces concepts pour la vaccination, qui est la génération des cellules mémoire. Comment, à partir d'une population initiale, par définition composée uniquement de cellules naïves, on génère des cellules mémoire? Il y a plusieurs hypothèses possibles. Et une, donc c'est la seule dont on peut à peu près sûr qu'elle ne soit pas exacte, ce serait l'idée qu'il y ait une forme de prédestination, c'est-à-dire que les cellules naïves est un programme qui soit présent dans les cellules avant toute rencontre avec un antigène, qui fait que certaines cellules naïves sont, entre guillemets, prédestinées à devenir une cellule mémoire, et que d'autres sont prédestinées à des cellules effectrices et ensuite à mourir. Autrement dit, que les cellules naïves seraient intrinsèquement distinctes les unes des autres, un petit contingent étant prête à devenir mémoire, parce qu'elle a un programme de différenciation qui lui permet, et que la majorité soit capable de donner naissance uniquement à des cellules effectrices. Ce schéma est faux. C'est à peu près la seule chose qu'on puisse dire avec certitude. Tout ce qui va suivre le sera nettement moins. Et comment on peut dire que c'est faux? Ces données expérimentales qui ont été
qui proviennent de données chez la souris. Forcément, ce type de travail ne peut pas être mené chez l'homme pour des raisons évidentes, qui reposent sur des expériences très fines où les chercheurs ont injecté à des souris une seule cellule spécifique d'un antigène et ils vont suivre ensuite le destin de cette cellule, les cellules descendantes, puisqu'elles vont se diviser lors d'une stimulation antigénique, et on va regarder comment elles se comportent. Donc si on avait un schéma de ce type, on devrait, en injectant une seule cellule, on devrait avoir soit que des cellules mémoire ou que des cellules effectrices. Et la réponse, c'est qu'on a les deux. Donc je vais vous le montrer dans un instant, de diverses manières, y compris différentes fonctions effectrices. Donc en fait, ça va résumer un certain nombre de notions que je vous ai déjà données jusqu'à présent. Alors les choses sont un peu plus compliquées ici, mais on va essayer de les faire. Je vais vous montrer 2-3 diapos qui sont issus de ce papier que je trouve assez important sur le plan expérimental. Il date d'il y a quelques années, 2007 je crois, où l'idée est la suivante. On a ici des souris qui sont des souris conventionnelles, C57 Black 6, c'est conventionnelles, elles sont génétiquement homogènes, hein, mais elles ne sont pas des souris telles qu'on les trouve dans la nature. Mais ces souris n'ont aucune anomalie particulière, on ne les a pas génétiquement modifiées. Et c'est la lignée dite C57 Black 6. Il se trouve qu'elles expriment une forme de la fameuse molécule CD45 dont je vous parlais tout à l'heure, mais là, ce n'est pas pour cela qu'on l'utilise, qui est l'antigène CD45.2. Ça permet de distinguer les cellules génétiquement originaires de C57 Black 6 d'une autre population de lymphocytes T qu'on va injecter à cette souris, qui exprime un autre allèle qui est CD45.1. Donc toute cellule qu'on retrouvera ensuite chez la souris hôte, qui est CD45.1, vient des cellules injectées, et toute cellule 45.2 est une cellule endogène. Donc ça permet de distinguer les populations. Donc qu'est-ce qu'on injecte? On va injecter une cellule, ou plusieurs, mais une seule cellule, mais qui est une cellule particulière, qui est une cellule entre guillemets transgénique, qui exprime un TCR, un récepteur T pour l'antigène, qui reconnaît un peptide de l'ovalbumine. C'est aujourd'hui une souris transgénique ou des cellules qui sont utilisées dans de multiples modèles expérimentaux, qui sont très pratiques, très bien caractérisées. Donc on a un lymphocyte T, naïf, c'est un lymphocyte CD8 en l'occurrence, spécifique d'un antigène qu'on connaît très bien, on connaît exactement la séquence du peptide qui est reconnue. Donc ce système est très très bien balisé. On le transfère dans une souris, excusez-moi, qui ne se distingue, je vais y arriver, génétiquement de la souris dont provient cette cellule que par la différence 45.1-45.2. Donc il n'y a pas de réponse immune entre les deux. Et ensuite, on va attendre un certain temps et on va stimuler cette souris par l'ovalbumine couplée à une bactérie qui s'appelle Listeria, afin d'avoir une réponse forte, puisqu'il y a à la fois une induction innée. Et on va regarder 12 jours plus tard, on va laisser les cellules s'expandre, s'activer, et on va regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a comme descendant de cette cellule-là, ou de descendants des cellules endogènes qui reconnaissent le même peptide. En A, ici, donc j'essaie de prendre le temps pour vous expliquer les choses. En A, vous avez les résultats des expériences à partir de l'étude de la rate ou de ganglions lymphoïdes, de souris sacrifiées 12 jours après l'expérience. Et on regarde ici la situation après injection d'une seule de ces cellules. Et on a comme marqueur en échelle verticale CD45.1. Donc tout ce qui est au-dessus de la barre horizontale ici, tous les petits points correspondent à des cellules qui proviennent de cette cellule unique. OK ? J'espère que ça va. Dites-moi, hein, je vous ai déjà dit la dernière fois, interrompez-moi. Ça va ? Bon. Et ce qu'il faut voir, je crois que je l'ai entouré après, vous avez deux exemples ici. Donc vous voyez qu'il y a un petit contingent de cellules ici, j'arrive pas très bien à lire ici, mais enfin, ce n'est pas tout à fait négligeable. En pourcentage, il y a quelques... je ne peux pas le lire, moi. Vous arrivez à le lire ? 0,066, donc ça fait 7%. C'est relativement considérable, de cellules qui sont CD45.1 et par ailleurs CD8, qui sont détectables au niveau de la rate après la stimulation antigénique de cette souris-là. Mais je vous rappelle que ces cellules-là proviennent de cette cellule unique. L'image est la même, en plus forte, si on injecte 100 cellules, naturellement, c'est logique. Et le point intéressant, et c'est ça qui est important pour illustrer mon propos, c'est qu'ensuite, si on analyse ces cellules pour d'autres marqueurs membranaires qui permettent de distinguer, et on ne va pas entrer dans les détails, différentes populations de fonctions effectrices et mémoire, et vous voyez qu'on a une situation hétérogène. Si on prend en cadran, mettons l'image ici, peu importe, c'est la même chose dans la rate et le ganglion lymphatique. Et si on prend les cellules du cadran en haut à droite, ça veut dire que ce sont des cellules qui expriment, dans l'exemple que je prends, à la fois une molécule qui s'appelle CD127, qui est un récepteur pour une cytokine, et selon l'axe vertical,
un récepteur pour une substance qui est impliquée dans l'adhésion cellulaire, peu importe. Vous voyez qu'il y a des cellules qui expriment les deux, c'est le cadran en haut à droite. Il y a des cellules qui sont en bas à droite, ça veut dire qu'elles expriment CD127 mais pas CD62L. Il y a des cellules en haut à gauche qui expriment CD62L et pas CD127, et des cellules qui expriment ni l'un ni l'autre. Donc la population est hétérogène. Donc le message ici, c'est qu'une seule cellule a généré des populations qui sont ensuite devenues hétérogènes entre des fonctions effectrices et mémoire. Et en fait, c'est l'image avec moins de cellules c'est la même image que celle observée si on injecte 100 cellules, et même de la population endogène qui est ici, des cellules qui reconnaissent le même antigène. Donc on a une population hétérogène. Donc si je reprends le schéma ici, ceci est inexact. Cela ne peut pas correspondre avec ce modèle. On peut le remontrer d'une autre manière ici. C'est le même type d'expérience. Donc le papier, c'est 2007, c'était bien ça, donc Immunity. Si vous avez envie de le lire, vous pouvez retrouver les références facilement. C'est exactement la même chose, mais ici on regarde une fonction plus précise, que sont deux fonctions. La production d'interféron gamma par les cellules. On peut mesurer l'interféron gamma au sein des cellules en immunofluorescence intracellulaire. Et vous voyez en haut, dans le panel B, deux situations. On a injecté une cellule à vos souris. Ici, 100 cellules. Et à nouveau, c'est la situation des réponses endogènes. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des cellules, donc l'interféron gamma étant marqué sur la ligne horizontale. Il y a des cellules ici qui sont interféron gamma plus, donc qui sont au-delà d'une certaine distance, vers la droite. Et puis, il y a des cellules qu'on ne voit pas là, mais qui sont je suis en train de dire une bêtise. Non, l'interféron gamma est bien de cette façon-là. Il y a des cellules interféron gamma plus et moins. Et de la même façon, sur la ligne verticale, pour l'interleukine 2, il y a des cellules, on le voit bien ici, qui produisent l'interleukine 2, d'autres qui ne produisent pas d'interleukine 2. Donc il y a des fonctions effectrices distinctes générées d'une seule cellule. On pourrait montrer la même chose pour la cytotoxicité. Et on peut montrer la même chose si on attend un peu plus longtemps, on peut parler de mémoire. C'est la même expérience, on la prolonge. 5 semaines plus tard, nouvelle stimulation par le même antigène, et on attend 5 jours et on analyse. Et à nouveau, ici, situation où on injecte une seule cellule, on retrouve cette population qui est en une fraction non négligeable, par exemple, dans la rate. Et on peut montrer qu'elles expriment, ces populations, des marqueurs de façon variée, à nouveau, soit et la molécule CD127 et CD62L, c'est l'image ici, soit l'une et pas l'autre, etc., etc. Donc on a une hétérogénéité des populations mémoire. Donc une seule cellule peut donner naissance à différentes cellules effectrices et mémoire, elles ne sont pas prédestinées à cela. Alors on peut ensuite se poser les questions selon différents modèles. Il y a aujourd'hui différents modèles, les immunologistes adorent les modèles, pour essayer de comprendre comment ces cellules mémoire sont générées. Schématiquement, une même cellule naïve peut, selon des facteurs qui peuvent être soit le hasard, soit liés à leur environnement, donner naissance simultanément à une cellule qui sera une cellule mémoire et une cellule effectrice, mais c'est la même initialement. Et on va revenir dans un instant sur cette notion. Soit c'est un schéma linéaire, qui est le modèle aujourd'hui le plus mis en avant. C'est une cellule naïve devient une cellule effectrice et quelques-unes d'entre elles survivent et deviennent des cellules mémoire. Soit on a un système intermédiaire où progressivement, au fil de l'évolution vers la capacité d'être une cellule effectrice, on perd la capacité de devenir une cellule mémoire. Donc on a d'autant plus de chances de générer une cellule mémoire qu'on est précoce dans cet événement. Alors, il y a une idée assez amusante que je vais vous présenter, mais elle n'est peut-être pas juste, sur cette génération, qui est la notion de division asymétrique, qui a été proposée il y a quelques années par un chercheur américain, donc qui reprend le modèle, qui reprend le premier modèle, où une seule cellule va donner naissance à une cellule effectrice et une cellule mémoire, et en le faisant par division asymétrique. À nouveau. Donc, voilà ce qui a été montré, c'est l'équipe du chercheur qui s'appelle Reiner, qui a publié ça il y a 7 ans et qui continue à travailler sur ce modèle. Donc, le contexte expérimental de l'analyse, il injecte des cellules, cette fois-ci CD4, peu importe, qui ont un récepteur T transgénique, donc qui reconnaissent tous le même antigène, sinon on n'arrive pas à lire. C'est un modèle expérimental évidemment artificiel, mais qui aide à lire, avoir une lecture, une identification des cellules, qui se trouve être spécifique d'un antigène issu d'un parasite qui est Leishmania. Ces cellules sont transférées dans une souris sauvage, WT c'est wild type, et on la stimule par le Leishmanie. On attend très peu de temps, 32 heures. Donc on va permettre un tout petit nombre de divisions cellulaires, en pratique une seule, et on va analyser en détail les cellules qui ont été marquées par des colorants fluorescents et qu'on peut suivre in vivo et qu'on peut extraire des cellules.
L'intéressant, on va aller tout voir ce qui se passe à droite ici, ce sont les cellules en division. Donc a priori, des cellules qui ont subi en train de se diviser, la première division de la cellule qui a été stimulée par la leishmanie et qui sont des cellules spécifiques donc de leishmanie. Vous voyez la cellule en division, là vous avez le fuseau marqué en rouge, le fuseau de la mitose. Donc en haut se détache une cellule et en bas l'autre, avec chacune la migration, comme vous savez, des chromosomes le long des filaments de la mitose. Donc c'est marqué ici par la tibuline. Le point intéressant, c'est de voir qu'un certain nombre de molécules importantes du système immunitaire ne sont pas distribuées symétriquement. Vous voyez que le marquage vert ici correspond à une molécule d'adhésion qui s'appelle LFA1. Le marquage vert ici, c'est un autre marquage à la molécule CD4 qui est associée au récepteur T pour l'antigène. Et le marquage ici, c'est le récepteur pour une cytokine qui s'appelle interféron-gamma. Vous voyez que dans les trois cas, le marquage en vert se situe dans la partie supérieure, donc dans la cellule du haut. Comme s'il y avait une distribution asymétrique des protéines, en tous les cas de certaines protéines, entre les deux cellules qui se divisent pour la première fois lors de la reconnaissance d'un antigène. Donc fondé sur cette idée, est développé le modèle, qui est repris ici d'un éditorial qui était publié en même temps que cet article dans le journal Science il y a 7 ans, qui est l'idée suivante. Une cellule T s'active. Donc cette fois-ci, on est à la situation d'une cellule T naïve, premier contact avec un antigène présenté par une cellule dendritique, ça on y reviendra la prochaine fois, et le contact se fait notamment dans une zone très précise qu'on appelle une synapse immunologique, qui a une organisation très précise, on y reviendra, on en discutera la prochaine fois. Et l'idée est la suivante, c'est que donc, lors de cette activation, il y a dans la zone de contact toute une série de molécules pertinentes à la réponse immune, à la reconnaissance et à la réponse immune. Certaines sont marquées ici, le récepteur pour l'antigène en rose, il est là, et avec en haut en bleu, c'est la molécule d'histocompatibilité qui présente le peptide, les molécules coactivatrices, CD8 en jaune, LF1, molécule d'adhésion en bleu, etc. Et puis de l'autre côté, il y a d'autres molécules qui vont se placer de l'autre côté. Ça a été expérimentalement montré, visualisé. En jaune, par exemple, une kinase qui s'appelle la protéine kinase C-zeta, peu importe les détails. Et d'autres molécules qui ne sont pas montrées ici, mais qui sont des molécules qui sont connues en biologie en général pour se focaliser à une extrémité d'une cellule à division dans un contexte de division asymétrique, typiquement ce que font les cellules souches. Donc ceci est compatible avec l'idée qu'ensuite, une telle cellule, donc qui polarise ces protéines de façon différentielle entre ces deux pôles, lorsqu'elle se divise, on a ici les deux cellules filles, la cellule qui était proche de la cellule présentant l'antigène sera la cellule effectrice et est engagée dans un processus qui va la conduire à être responsable de la production de cytokines, la cytotoxicité, etc., si c'est une cellule CD8, et que celle-ci, qui n'a pas ces molécules, va devenir une cellule mémoire. C'est ici que la démonstration est un peu plus faible, parce que la façon dont le groupe de M. Reiner a proposé ce modèle, c'était en partant du fait qu'il a observé que ces cellules ici, la partie distale, opposée à la cellule dendritique, avaient un peu moins d'expression d'une certaine protéine de surface. Donc il les a isolées, ensuite il les a réinjectées, et il montre qu'effectivement, elles se comportent en cellules mémoire, et celles-ci ne se comportent pas en cellules mémoire, et qu'elles permettent une protection à long terme contre l'hystéria, par exemple. Mais ceci est discutable parce que ce sont des données indirectes. Néanmoins, c'est un modèle que ce chercheur continue à défendre, qui est assez élégant et qui permettrait de comprendre la génération à la fois des cellules effectrices et mémoire. On peut le critiquer, et une façon de le critiquer, c'est à travers ce modèle expérimental-là. C'est le dernier un peu compliqué, je vous le promets, mais je le montre parce que je trouve que ce sont des magnifiques expériences qui ont été faites très récemment et qui utilisent des outils très puissants aujourd'hui disponibles en biologie. Là, c'est un petit peu le même type de question qui est posée, mais différemment, où on utilise toujours le transfert de lymphocytes T d'une souris à l'autre, et on transfère des lymphocytes T transgéniques, donc qui ont tous le même TCR, donc ça permet de les suivre plus facilement. Et en l'occurrence, à nouveau, c'est un récepteur transgénique exprimé par des lymphocytes T qui est spécifique d'un peptide de l'ovalbumine. C'était le modèle que j'ai discuté tout à l'heure. Donc on va transférer ces cellules et on va regarder ensuite dans la souris hôte la réponse primaire, on va stimuler la souris par l'ovalbumine, une réponse secondaire, une réponse tertiaire, à des temps différents. Le protocole, il est là d'ailleurs, très précisément. Transfert cellulaire, réponse primaire, on la lit 7 jours après stimulation par l'ovalbumine. Réponse secondaire, on attend 2 mois, ce qui est pas mal pour une souris. Réponse tertiaire, on attend encore 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc l'expérience dure 6 mois, schématiquement, un peu moins, 5 mois exactement. Donc on peut regarder les caractéristiques des cellules à différents temps. Jusque-là, c'est une expérience relativement, disons, classique. L'astuce
de l'équipe du chercheur, qui est un chercheur allemand qui s'appelle Schumacher, qui a publié ce papier, qui n'a rien à voir avec l'autre Schumacher, c'est qu'il a marqué les lymphocytes T ici pour que chaque clone, chaque cellule, pas chaque clone puisqu'elles ont la même spécificité antigénique, mais chaque cellule peut être reconnue comme distincte de l'autre. Et comment il a fait ça? Il utilise une technique qui est, en fait, il infecte ces cellules avec un virus qui s'intègre dans le génome des cellules et qui s'intègre de façon variable. Et donc, il utilise dans chaque cellule. Et il utilise ensuite cette intégration d'un rétrovirus comme un marqueur individuel de cellules. Donc, il peut ensuite suivre, c'est relativement sioux, in vivo dans la souris hôte, toutes les populations lymphocytaires T, puisque chaque cellule a une intégration différente de ce virus quelque part dans le génome. Donc, elles ont tout un marqueur, un petit signal, qui permet de dire que la cellule 1 est différente de la 2, de la 3, de la 4. Et il peut donc suivre toutes ces populations in vivo dans leur comportement au cours d'une réponse primaire, d'une réponse secondaire, d'une réponse tertiaire. Et la question qui s'est posée, c'est de savoir, voilà, j'ai injecté, mettons, je prends un chiffre arbitraire, 1000 cellules qui sont toutes les mêmes, a priori, en termes de reconnaissance d'antigènes, le même TCR, donc elles devraient se comporter toutes de la même façon. Et je peux les suivre toutes les 1000 parce que j'ai ce marqueur, j'ai ce petit signal dans le génome qui les distingue. Et je vais les suivre en termes d'expansion au cours de la réponse primaire, donc division cellulaire, à la réponse primaire, la réponse secondaire et la réponse tertiaire, et je vais voir est-ce que toutes les populations s'expandent, se comportent de la même façon ou pas. Et ceci en réponse primaire, secondaire, tertiaire. Et la réponse est que les cellules, dans la réponse primaire, comparées à la réponse secondaire, se comportent de façon distincte. Si on a la façon de lire les choses, c'est la taille d'expansion de toutes ces familles, donc la fréquence à laquelle on retrouve chaque population cellulaire définie par ce signal d'intégration. Donc vous voyez qu'on a une image, si on compare ici le primaire contre le secondaire, on a un carré, donc ça se balade dans tous les sens. Ça veut dire que l'expansion des cellules lors de la réponse primaire et la réponse secondaire n'est pas la même. Donc ces cellules ne se comportent pas de la même façon, bien qu'elles aient exactement le même récepteur pour l'antigène. Donc elles devraient, en théorie, si on se fonde uniquement sur la reconnaissance de l'antigène, se comporter de la même façon. Mais ensuite, ça change. L'image entre la réponse secondaire et la réponse tertiaire est complètement homogène. Ça veut dire que les cellules qui ont passé la phase d'expansion primaire, donc lorsqu'elles sont devenues mémoire, au sens propre du mot, entre une seconde expansion et une troisième expansion, ce sont les mêmes cellules qui s'expandent. Donc on a fixé le profil des cellules qui vont être capables ensuite d'être réimpliquées dans une réponse immunitaire. Ce qui veut dire qu'à l'échelle individuelle, il y a une hétérogénéité des cellules, sans doute liée au hasard, mais on peut encore discuter que d'autres événements interviennent, mais qu'ensuite, certaines populations sont fixées dans leur capacité d'expansion au détriment d'autres. Donc c'est une façon de voir les choses qui se distingue complètement de la théorie précédente, qui n'est pas compatible avec cette notion de division asymétrique. Je ne vais pas aller plus loin dans cette affaire, simplement pour dire qu'on reste en fait avec différents modèles possibles, soit la division asymétrique, soit ce modèle d'hétérogénéité stochastique des populations, et que certaines prennent le dessus sur d'autres, en sachant que dans ce cas-là, ce sont des cellules qui font le cycle, cellules effectrices, qui deviennent ensuite des cellules mémoire. Alors, pour terminer, je voudrais discuter encore 2 ou 3 autres notions. La première est la notion de compartimentalisation. Pour l'instant, j'ai fait semblant de considérer pratiquement qu'il n'y avait de lymphocytes T naïfs et mémoire, soit dans le sang, parce que c'est pratique chez l'homme pour les isoler, soit dans les organes lymphoïdes, c'est pratique pour les isoler à partir de la rate ou à partir des ganglions lymphatiques secondaires dans les animaux de laboratoire classiques que sont les souris. Mais la situation, je vous le rappelle, ce que j'ai déjà montré, n'est pas tout à fait celle-ci, puisqu'il y a aussi des lymphocytes mémoire dans la peau, les poumons, les intestins, bref, dans les organes, dans tous les organes. Il n'y a pas uniquement des lymphocytes T mémoire dans le sang et dans les organes lymphoïdes. Et en fait, si on reprend l'avis et le modèle préféré des immunologistes aujourd'hui qui considèrent que des lymphocytes T naïfs, lors d'une stimulation antigénique, vont donner naissance à ces fameuses cellules souches mémoire dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, pouvant donner naissance à des cellules T central memory dans les organes lymphoïdes secondaires, qui, lors d'une stimulation, peuvent donner naissance à des cellules mémoire effectrices, des cellules effectrices, et pour beaucoup, vont mourir. Mais certaines de ces cellules vont être capables de migrer dans les tissus périphériques, et donc il y a aussi une mémoire, et vous allez voir qu'elle est importante parce que cela correspond à une compartimentalisation fonctionnelle de la capacité de mémoire
en fonction des lieux où ces populations résident. Ce schéma est un peu compliqué, mais on va le reprendre et vous allez voir qu'il n'est pas si compliqué que ça. Vous avez au milieu le sang. Donc dans le sang, on trouve, si on considère les populations mémoire, des cellules entre guillemets souche mémoire, mémoire centrale, mémoire effectrice, toutes ces populations étant relativement proches les unes les autres en termes de différenciation. Dans les organes lymphoïdes secondaires, vous en avez un ici schématisé, on retrouve aussi les populations centrale mémoire et effectrice mémoire, j'arrive sur celle-là dans un instant, même chose ici. La moelle osseuse peut être considérée en certaines parties comme un tissu, et dans la rate, la moelle osseuse, la peau, les intestins et les poumons, on trouve une population supplémentaire que l'on appelle les cellules mémoire tissu résidentes, RM. Et comment on peut le dire? D'une part, elles sont présentes, on peut voir qu'il y a des cellules T qui ont des marqueurs mémoire, mais en plus qu'on a des marqueurs propres. Et ces marqueurs propres, encore une fois, c'est pratique pour les individualiser, elles expriment notamment une molécule qui s'appelle CD69, qui est associée à un état d'activation des cellules, et qui les distingue des cellules mémoire centrale et mémoire effectrice qui n'expriment pas CD69. Certaines d'entre elles expriment par une autre molécule qui s'appelle CD103, qui est importante dans les phénomènes d'adhésion et qui permettent de les caractériser. Donc il y a un contingent non négligeable de lymphocytes T mémoire qui ont des caractéristiques phénotypiques propres et qui sont présentes dans les poumons, dans la peau, dans les intestins, dans la moelle osseuse, un petit peu aussi dans les organes lymphoïdes secondaires. Probablement, ce sont des cellules qui sont amenées à migrer d'un organe lymphoïde secondaire vers un tissu. Et comme je vais vous le montrer à travers la diapositive suivante, ça sera l'élément important, c'est qu'en fait, il y a une compartimentalisation du travail, une division du travail, parce que finalement, ces cellules trouvent des niches dans des tissus où elles ont été activées et où va donc se concentrer des lymphocytes et mémoires spécifiques des pathogènes du tissu. Exemple, et ceci a été très bien démontré, à l'égard d'un virus qui est responsable de pneumonie, le virus respiratoire syncytial, on trouve dans les poumons, on peut le montrer expérimentalement chez la souris, un contingent non négligeable de lymphocytes et mémoires spécifiques du virus respiratoire syncytial. Et c'est plutôt une bonne idée de placer les lymphocytes et mémoires spécifiques du virus respiratoire syncytial dans les poumons, puisqu'ils seront immédiatement, très rapidement en tous les cas, en mesure d'être impliqués dans une nouvelle réponse immune lorsqu'il y aura une nouvelle infection par le virus respiratoire syncytial. Donc il y a une vraie division du travail qui est liée à des éléments de stimulation. Ceci ne se fait pas au hasard. Ces cellules migrent en fonction de chymokines et d'autres protéines qui leur permettent de gagner ces tissus de façon relativement spécifique. Et quelques exemples à travers une série de micro-organismes. Chez l'homme, les marquages colorés distinguent les cellules T naïfs, les cellules mémoire centrale, les cellules mémoire effectrices et ces fameux mémoires résidentes de tissus. Et si on prend un certain nombre de micro-organismes, on va partir par le bas, qui est le plus intéressant finalement, on va s'apercevoir que la majorité des cellules mémoire spécifiques du virus de l'herpès, le virus qui donne les boutons de fièvre, mais aussi rarement chez l'enfant des encéphalites graves, ou dans tous les cas des lésions cutanées, les lymphocytes T mémoire du virus de la varicelle, vous savez que c'est une infection cutanée pour l'essentiel, même s'il faut nuancer, et un certain nombre de lymphocytes T spécifiques de microbes qui sont pris au niveau de la peau, ils sont au niveau de la peau. Donc les lymphocytes T mémoire sont essentiellement, à différents âges, c'est la même chose. En l'occurrence, ça s'accentue avec l'âge, mais c'est le même principe. Les lymphocytes T spécifiques de ces virus sont dans la peau. Encore une fois, ça fait sens. C'est une façon d'optimiser le fonctionnement du système. De la même façon, les lymphocytes T mémoire spécifiques du rotavirus, un virus qui donne des affections digestives, sont trouvés principalement au niveau de l'intestin. Idem pour les bactéries présentes au niveau de l'intestin. Au niveau du poumon, je l'ai déjà évoqué pour le virus respiratoire syncytial, le virus de la grippe, les lymphocytes T mémoire du virus de la grippe qui nous protègent si on a été correctement vacciné, ils sont susceptibles d'être localisés essentiellement au niveau des poumons. Et par contre, des virus qui donnent des infections systémiques des organes lymphoïdes secondaires, qui infectent les lymphocytes eux-mêmes, comme le cytomégalovirus et le virus d'Epstein-Barr, vous voyez que là, la population mémoire, oublions les cellules très marron, mais les autres populations mémoire, en jaune et en bleu, représentent un contingent important où il n'y a pas cette compartimentalisation. Donc c'est un phénomène biologique majeur qui rend compte de l'efficacité également des cellules mémoire comparativement aux cellules naïves. Donc le schéma se complète ainsi, c'est que des cellules mémoire centrale ou effectrices mémoire peuvent gagner les tissus selon des routes très précises, et ces cellules s'accumulent sur place et peuvent être impliquées dans les réponses immunes de façon efficace. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces cellules mémoire
situées dans les tissus se distinguent beaucoup plus des autres cellules mémoire par l'expression des gènes. Je reviens à une notion que j'ai évoquée tout à l'heure. Ici, vous avez une série de gènes. Plus c'est rouge, plus le gène est fortement exprimé. L'ARN messager est présent. Plus c'est vert, moins il est exprimé. Et on compare ici, si on prend la première colonne, donc pour toute une série de gènes, ce sont des lymphocytes T naïfs dans la rate. Ensuite, des lymphocytes mémoire centrale de la rate, des cellules effectrices mémoire de la rate. Ici, des cellules intestinales résidentes mémoire, donc celles dont je suis en train de vous parler. La même chose provenant des poumons ou de la peau. Vous voyez qu'il y a une communauté de couleurs, donc de profils d'expression de gènes, entre les trois populations mémoire résidentes, et que c'est très différent des autres populations mémoire. Et de façon assez étonnante, ces cellules se distinguent en termes de profil d'expression de gènes beaucoup des autres cellules mémoire qui, elles, sont pourtant distinctes, mais pas tant que ça, on l'a vu tout à l'heure, des cellules naïves. Donc elles ont vraiment des propriétés très particulières et des fonctions adaptées. Et on peut arriver à affirmer qu'il y a ainsi une forme de contrôle anatomique de la génération de cellules T mémoire, de leur spécialisation fonctionnelle et d'immunité régionale, définie ainsi. Pour terminer, presque, il me reste encore quelques minutes, je vais parler d'une autre notion qui est relativement fascinante et majeure, qui est la persistance des cellules mémoire. Combien de temps peuvent être présentes dans notre corps des lymphocytes T ou des lymphocytes B qui ont été générés lors d'une infection ou d'une stimulation antigénique. Alors, il y a un joli travail qui l'a étudié, qui concerne la réponse au virus de la vaccine, qui est un modèle très intéressant. Je vais peut-être en reparler, Jean-Claude, c'est pas excluant. Tu l'as exactement la même chose ou pas? Pas cette manip-là, non, mais sinon je passerai. Mais je me doutais que tu allais reparler du virus de la vaccine. Mais ce virus est un magnifique outil aujourd'hui pour les immunologistes, tout le monde a été vacciné par la vaccine pour se protéger contre la variole, et aujourd'hui on ne vaccine plus. Et on peut dater avec les carnets de santé et la mémoire des individus, parce qu'en général on se souvient de cette vaccination, du moment où on a été vacciné. J'entends que c'est effectivement le cas. Donc on a l'histoire des individus, on sait quand ils ont été en contact pour la dernière fois avec la vaccine, ils n'ont aucune autre raison d'avoir été en contact ensuite avec le virus de la vaccine, et évidemment pas avec le virus de la variole, puisqu'il n'y en a plus. Donc on peut se poser la question en prenant des individus d'âge variés, et des individus qui ont une histoire vaccinale variée. Certains ont été vaccinés une fois, d'autres 2 fois, d'autres 3 à 5 fois, d'autres même 6 à 14 fois pour certains. Et on regarde, chaque point étant, ou triangle étant un individu, en fonction du nombre d'années après la vaccination, donc ça va jusqu'à 75 ans. Lorsque la personne a été vaccinée, la première année de vie, il y a aujourd'hui 75 ans. Et on regarde dans le sang, on prend l'étudie des lymphocytes T du sang de ces individus, et on regarde le nombre de cellules TCD4 ici, qui sont spécifiques du virus de la vaccine, parce qu'on les stimule par le virus in vitro, et on regarde la production d'interféron gamma. C'est une façon parmi d'autres qui permettent d'identifier ces cellules. Et vous voyez que dans la grande majorité des individus, on trouve des lymphocytes TCD4 spécifiques du virus de la vaccine, et ceci 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, bref, jusqu'à 75 ans après la vaccination. Donc ceci est une très élégante démonstration du fait que des lymphocytes T mémoire peuvent persister, en gros, toute la vie. Et il n'y a pas une corrélation, d'ailleurs, absolument claire entre le nombre de vaccinations et la persistance de cette mémoire. Une fois suffit. Par exemple, si on prend les personnes les plus âgées ici, les 4 individus ici qui ont des lymphocytes T mémoire, des lymphocytes T CD4 spécifiques du virus de la vaccine, ils ont été vaccinés une seule fois et on est 70 ans plus tard. Ce qui est vrai pour les CD4 est vrai pour les CD8. Dans la majorité des cas, il y a quand même des sujets négatifs. Et c'est vrai aussi pour la production d'anticorps, ou pour la mémoire B. Et ici, on mesure le titre d'anticorps par une technique qui s'appelle l'ELISA, spécifique du virus de la vaccine, dans la même façon chez les mêmes individus, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., jusqu'à 70 ans après la vaccination. Et vous voyez que beaucoup de ces individus ont des anticorps. Donc la mémoire spécifique, en l'occurrence dans ce très joli modèle, parce qu'il est illustratif et il est unique, parce qu'il n'y a pas d'autres vaccinations qui aient été abandonnées, permet de démontrer jusqu'à 75 ans de persistance de cellules T et de cellules B mémoire. De façon amusante, il n'y a pas une corrélation évidente entre la détection, évidemment c'est dans le sang, donc il y a une limite à cette étude, mais il n'y a pas une corrélation du tout entre la détection de lymphocytes T mémoire et lymphocytes B mémoire. Vous avez ici en vertical, selon l'axe ordonné, le nombre de cellules T ou CD8 spécifiques du virus de la vaccine. Chaque individu est un point, un carré, un triangle.
et en abscisse, selon la ligne horizontale, le titre d'anticorps. Vous voyez qu'il y a des individus qui ont des lymphocytes T, mais qui n'ont pas, pardon, c'est l'inverse là, qui n'ont pas de lymphocytes T, mais qui ont des anticorps. À l'inverse, des individus en haut là, qui ont des lymphocytes T, mais très peu d'anticorps. Donc s'il y avait une corrélation entre les deux, on aurait les points et les triangles, etc., devraient s'aligner selon une diagonale, ce qui n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de corrélation, en tous les cas, dans cette observation, entre la détection de cellules T mémoire et B mémoire, ce qui amène à se poser une question à laquelle il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Est-ce que la mémoire des lymphocytes T et la mémoire des lymphocytes B, à l'égard du même pathogène, sont des phénomènes indépendants, régulés par des mécanismes indépendants? C'est ce que pourraient suggérer ces données, ce qui, a priori, est un peu surprenant. Comment persistent les lymphocytes mémoire, puisqu'ils peuvent persister 75 ans? Turnover, ça veut dire la génération continue avec les cellules souches mémoire. Des phénomènes de stimulation indépendamment de la reconnaissance d'antigènes. La reconnaissance, on le sait pour les lymphocytes CD4, à faible affinité d'auto-antigènes, qui probablement jouent un rôle de maintien et à un bas niveau de division cellulaire. Peut-être les bactéries commensales, j'en ai déjà dit un mot, et les cytokines jouent également un rôle dans ce phénomène de prolifération de faible intensité et de régulation de persistance de ces cellules au cours du temps. C'est un sujet qui reste encore mal connu, mais il y a forcément des éléments qui interviennent en absence du virus de la vaccine, dans l'exemple que je viens de montrer, comment ces cellules se maintiennent, comment elles peuvent se diviser de temps en temps. Probablement tous ces éléments concourent à cela. Par contre, on perd les cellules mémoire, donc je vais terminer par les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire le fait que la mémoire se perd. Et elle se perd si je reprends le même schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Là, ce n'est pas évident sur cette diapo, parce que cette diapo, si on regarde les personnes âgées de plus de 65 ans, on a l'impression qu'on a toujours un stock de mémoire tout à fait correct. Même il y en a en proportion, disons stable, ou pour les circulantes en augmentation, et le pool total à peu près stable. Donc ce schéma ne dit pas typiquement qu'on perd les cellules mémoire, vous allez voir qu'on les perd au moins sur un plan qualitatif, mais vous savez que c'est un âge où malheureusement la susceptibilité aux infections redevient palpable et les personnes plus âgées sont plus fragiles à l'égard de toutes sortes de virus de la grippe et toutes sortes de pathogènes. Et on va voir que c'est en partie par une perte des fonctions mémoire. Si on regarde dans le détail la capacité de réponse spécifique d'antigènes de population, je parle des mémoires, je ne parle pas des populations naïves, en fonction de l'âge. Curieusement, il y a des différences en fonction des pathogènes qui suggèrent des mécanismes différents, et peut-être dans le phénomène de compartimentalisation dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il y ait une sénescence plus importante de certaines populations que d'autres. Par exemple, il y a une perte clairement plus importante des T-mémoires spécifiques du virus de la grippe, du virus de la varicelle ou du pneumocoque, bactérie qui donne des infections pulmonaires, alors que la mémoire a l'air plutôt stable à l'égard de l'anatoxine tétanique qui est utilisée en vaccination ou de la coqueluche. Donc il y a une certaine différence. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un paquet de choses qui se passent et qui concourent à ce phénomène de sénescence qui fait qu'il y a une certaine perte de cellules et surtout une perte qualitative en cellules. Il y a un appauvrissement du répertoire. En fait, on perd des clones de lymphocytes T. On les perd parce que fondamentalement, probablement, avec l'âge, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller à la ligne qui est ici, je reviendrai en arrière après. La 5e ligne indique qu'on observe dans ces cellules mémoire des personnes âgées une augmentation des cassures d'ADN. Tout simplement, il faut savoir qu'à chaque fois que nos cellules se divisent, il y a des erreurs de copie, il y a des cassures et normalement des systèmes de réparation qui fidèlement évitent que se créent des lésions, mais avec l'âge, on finit par accumuler de telles lésions, et certaines de ces lésions peuvent être fatales à la cellule. Et de fait, excusez-moi, je vais activer un peu d'eau. De fait, donc, si on analyse de façon un peu systématique les cellules, on observe une plus grande fréquence de cassure d'ADN, de foyers de lésions de l'ADN. Les télomères, les extrémités de l'ADN qui sont normalement répliquées, deviennent plus courtes, ce qui était aussi un signe de vieillissement. Et probablement tous les autres événements en sont la conséquence. Perte de cellules, appauvrissement du répertoire, je vais vous le montrer, perte de la polyfonctionnalité, la capacité de générer les différentes fonctions effectrices, perte de cette fonction d'adaptation métabolique dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus de mitochondries, etc., etc. Moins de capacité de prolifération, expression de molécules qui ont un effet opposé à l'activation des cellules, je n'entre pas dans les détails, et perte de molécules qui, par contre, sont utiles à la capacité d'activation des cellules. Donc il y a un phénomène que l'on appelle d'exhaustion clonale,
qui progressivement rendent compte de cette perte de mémoire. C'est une image, évidemment, et non pas des données, mais essayez d'imager le répertoire. Le répertoire de cellules naïves, on l'a vu tout à l'heure, est plus important que celui des cellules mémoire, mais le répertoire des cellules mémoire ensuite est composé de cellules qui, pour chaque clone, est en plus grand nombre. Chaque cercle représente un clone, et plus le cercle est large, plus le clone est présent avec un plus grand nombre de cellules. Okay, donc ça, c'est la situation d'un jeune homme, plein de cellules naïves, plein de cellules mémoire. Le bleu et le rouge n'ont pas de signification particulière, ou le jaune. Et avec l'âge, le répertoire naïf lui-même commence vraiment au-delà de 75 ans à s'estomper, parce que la production des lymphocytes T par un thymus diminue. Mais surtout, vous voyez, au-delà de 75 ans, c'est absolument manifeste. Il y a beaucoup moins de cellules en termes de répertoire, en termes de diversité, beaucoup moins de cercles. Par contre, chacun de ces cercles est présent en grande quantité. Donc les populations restantes s'expandent relativement, mais s'expandent en perdant certaines des fonctions. Et c'est dans ces conditions qu'elles deviennent exhausted en anglais. Donc c'est l'exhaustion, je ne sais pas vraiment on dit en français, mais on dit exhausted, fatigué en tous les cas, ça c'est sûr. Et on a cette situation où évidemment le répertoire diminuant, la probabilité d'avoir des cellules spécifiques de tel ou tel pathogène en nombre suffisant devient moindre, et donc l'exposition aux infections est plus importante. Évidemment, est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on peut remédier à la sénescence des populations lymphocytaires T mémoire? Aujourd'hui, je pense que la réponse est non, mais on peut réfléchir à cette question. Pour terminer tout à fait, on peut avoir aussi, même sans attendre l'âge, des troubles de la mémoire. Il existe des maladies génétiques extrêmement rares où il y a un défaut de différenciation des cellules T mémoire et qui sont susceptibles de nous apprendre sur les mécanismes biologiques impliqués dans la genèse des cellules mémoire. Il y a 2 systèmes qui sont connus aujourd'hui dont les déficiences provoquent un défaut de cellules T mémoire, même chez des jeunes enfants, ce n'est pas uniquement un problème de personnes âgées. Et je vais vous dire un mot du premier, qui est le système, lors de l'activation par le récepteur T pour l'antigène, ou par le récepteur B pour l'antigène, pour les lymphocytes B, il y a la mise en jeu de l'activation d'une voie et d'un complexe de facteurs de transcription qui s'appelle NF-κB, qui régule l'expression de toute une série de gènes. Et vous allez voir que des déficiences de ce système NF-κB réduisent considérablement la fréquence des cellules mémoire. Il y a un autre système qui est lié à des cytokines où cela se passe aussi, mais je ne vais pas entrer dans ces détails, parce qu'il est temps de terminer. Donc je termine avec cette histoire de NF-κB. Ce schéma, on le reverra, donc n'ayez pas trop peur, parce qu'il est un peu compliqué. Vous avez la membrane de la cellule ici, l'intérieur d'un lymphocyte, ça peut être un lymphocyte T ou un lymphocyte B, peu importe, et à l'extérieur, la stimulation antigénique. L'antigène, il est là. Ici, c'est la molécule qui reconnaît l'antigène. Et donc, cette interaction moléculaire va induire toute une série d'événements dont je vous fais grâce aujourd'hui, on en reparlera, qui aboutissent à l'activation de ces 3 protéines-là, donc qui ont des noms charmants, BCL10, Karma1, MALT1. Ces protéines s'associent entre elles, elles sont phosphorylées, elles sont modifiées de différentes manières. Et lorsque ce complexe protidique est formé, il va interagir avec un autre complexe de protéines qui s'appelle NEMO, ça c'est relativement poétique, IKK1, IKK2, ça l'est moins. Mais ce complexe de 3 protéines va interagir avec encore un autre complexe de protéines. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Une qui s'appelle IKB-alpha, qui est un inhibiteur qui va être dégradé, et il s'en va à droite là, et il va rester les 2 autres, en rose et vert, P50, P65, sont des protéines qui sont des facteurs de transcription, qui vont migrer dans le noyau, ce sont les vraies protéines NF-κB, et qui vont agir sur toute une série de gènes pour en induire la fonction. Donc il y a une cascade d'événements qui, les uns derrière les autres, finalement aboutissent à la migration de ces protéines dans le noyau et à leur fonction. Il existe une série de maladies génétiques très rares chez l'homme, toutes marquées par les flèches rouges, où lorsqu'à chaque fois qu'une des protéines de cette voie est déficiente, et cela a été décrit pour la protéine Karma1, pour la protéine MALT1, pour la protéine IKK1, ou à l'inverse, quand celle-ci est trop fonctionnelle, l'inhibiteur IKB-alpha. Dans ces 1, 2, 3, 4, 5 situations, et NEMO, j'ai oublié, donc les quelques patients, individus, qui ont la malchance d'avoir une mutation dans le gène correspondant à ces 5 protéines, qui ont une déficience pour 4 d'entre elles ou une hyperfonction pour la 5e, mais qui fait que cette voie ne fonctionne pas, la conséquence, c'est que ces patients ont très peu de lymphocytes mémoire, ni T ni B. Je vais vous le montrer pour les lymphocytes T. C'est le même schéma que celui que je vous ai montré tout à fait au début. C'est le même individu sain qui est en bas sur ce schéma, mais cette fois-ci, on a un enfant malade
qui a de mémoire, je crois que celui-ci, il a un défaut de cette protéine-là qui s'appelle NEMO. Donc cette voie ne fonctionne pas. Il n'est pas capable, très mal, d'activer ces facteurs de transcription NF-kappa B. Et si vous regardez les populations TCD4 ici, population mémoire, donc la population mémoire, elle doit être dans le carré rouge. Vous voyez qu'il y a très peu de points comparé au contrôle. Donc cet enfant a très peu de lymphocytes T mémoire circulant, alors qu'il a des lymphocytes T CD4 naïfs en quantité. Et il en est de même pour les populations CD8. C'est un peu plus compliqué, mais j'espère que vous me croyez sur parole. Donc on a des circonstances qui sont toutes sur la même voie biologique, celle qui est indiquée ici, où lorsque cette voie est déficiente, la génération de cellules mémoire est déficiente. Donc ceci est une information importante qui est toute nouvelle et qui doit nous faire considérer que cette voie, par définition, joue un rôle important dans la génération des lymphocytes et des mémoires dont j'ai parlé tout à l'heure, exactement comme... Bon, je ne le sais pas aujourd'hui, mais c'est un exemple, à mon avis, intéressant qui illustre comment des pathologies rares chez l'homme peuvent apporter des informations sur la biologie, en l'occurrence la génération des cellules mémoire. Et mon tout dernier mot, ça sera sur la vaccination. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ce que je vous ai raconté? Ce n'est pas totalement simple en termes d'éléments pratiques. Probablement deux messages, un message de lieu, un message de temps. Le message lié à la compartimentalisation des réponses. S'il est logique de penser que les cellules mémoire de la grippe, on a envie qu'elles soient situées dans le poumon, il faut tout faire pour vacciner de telle manière qu'on génère des cellules mémoire spécifiques du virus de la grippe au niveau des poumons, soit par vaccin inhalé, soit en trouvant des trucs, en modifiant les cellules présentant l'antigène, les cellules dendritiques, soit en agissant avec des substances qui vont attirer les lymphocytes dans les tissus considérés, les poumons si c'est le virus de la grippe, la peau pour le virus de la varicelle ou l'intestin pour le rotavirus, par exemple. Donc il y a des stratégies aujourd'hui en développement pour essayer de favoriser une immunité régionale lors de la vaccination. Et le dernier concept, c'est le concept de temps. Il paraît logique de vacciner le plus tôt possible. De fait, c'est ce qu'on fait pour la plupart des vaccins, mais à l'avenir avec de nouvelles vaccinations, parce qu'initialement, il y a encore la place, les niches pour la persistance à long terme des cellules mémoire, avant qu'il y ait une compétition trop forte avec l'accumulation de cellules par d'autres réponses immunitaires. Donc, vacciner tard n'est pas inutile, mais est moins efficace que vacciner précocement lorsque les niches des cellules mémoire dans les tissus ne sont pas encore formées. Voilà, je vais m'arrêter là. Il faut qu'on laisse un tout petit peu de temps à Jean-Claude Weil pour qu'il s'exprime et nous fasse son séminaire. Avant qu'il ait la parole, si vous avez des questions, je veux bien y répondre, et sinon on peut reprendre une discussion après l'exposé de Jean-Claude Weil.